Boeing dominait autrefois le marché moyen. Des vols transatlantiques, comme Boston-Dublin, aux lignes long courrier peu fréquentées en Asie, le 757 régnait sans partage. Mais aujourd'hui, Boeing n'a rien à montrer. Pendant que Boeing poussait le 737 au maximum et imaginait des avions qui pourraient ne jamais voler, Airbus a discrètement conçu un avion qui conquiert désormais ces routes abandonnées par Boeing. L'Airbus A321 XLR n'est pas juste un autre monocouloir, c'est l'arme qui a transformé la plus grande faiblesse de Boeing en le plus grand atout d'Airbus. Plus de 500 commandes fermes, des compagnies qui programment leur flotte pour des décennies. Et Boeing, toujours en train de débattre autour d'un tableau blanc pendant qu'Airbus redessine la carte mondiale des routes. Alors, comment la certitude de Boeing est-elle devenue sa plus grosse erreur stratégique? Et pourquoi un seul monocouloir menace-t-il de remodeler tout son avenir? Pour comprendre, il faut savoir ce que Boeing a fait qui défie toute logique commerciale. En 2004, il a arrêté la production du 757, le roi incontesté du marché intermédiaire, sans aucun plan de remplacement. Nous parlons de trajets trop longs pour la plupart des avions étroits, trop légers pour les gros porteurs. Boston, Dublin, Philadelphie, Lisbonne, des trajets où il faut une vraie autonomie, mais où 400 passagers ne sont pas supportables. Le 757 n'était pas un avion comme les autres. Performance exceptionnelle en montée. Autonomie transatlantique, capable d'opérer sur des pistes plus courtes, là où même des jets plus petits ou plus gros ne pouvaient pas aller. Les compagnies l'utilisaient pour des liaisons longues et peu fréquentées, parfaites dans les années 90 et 2000. Boeing dominait complètement ce segment, puis il a abandonné. Sa mise sur le 787 après le 757 était une erreur totale, sous-estimant la montée du voyage point à point et des connexions vers les villes secondaires. Boeing espérait que le 787 couvre ses routes du marché intermédiaire, mais sa plus grande capacité et ses coûts étaient trop élevés pour ces routes fines, laissant un vide qu'Airbus a su exploiter. Cela semblait être une gestion financière brillante en 2004. Pourquoi dépenser des milliards sur un nouvel avion lorsqu'on peut pousser les modèles existants et vendre des gros porteurs plus rentables? Ce vide de 15 ans créé par Boeing, Airbus l'a méthodiquement comblé avec un produit bien supérieur à tout ce que Boeing avait jamais construit. Ce trou a permis à Airbus de frapper avec précision. Voici l'Airbus A321 XLR. Annoncé en 2019, certifié en 2024, avec déjà les premières livraisons en cours depuis cette année. Ce n'est pas juste pour combler le vide laissé par Boeing, c'est pour l'exploiter systématiquement. Une autonomie d'environ 4700 milles nautiques, de Boston à Rome, de New York à Athènes, certaines liaisons Asie-Pacifique avec des charges utiles réalistes. Tout ça possible d'un coup sur un monocouloir. Mais voilà où l'ingénierie devient géniale et redoutable pour Boeing. Airbus a atteint cette autonomie grâce à un réservoir central arrière permanent qui ajoute 12 900 litres de carburant, portant la capacité totale à 32 940 litres. Contrairement aux réservoirs auxiliaires qui volent de l'espace cargo précieux, celui-ci conserve l'intégralité de la soute. Plus de revenus pour les compagnies plutôt que d'en perdre. Les chiffres d'efficacité sont sans appel pour Boeing. 30% de consommation de carburant en moins par siège comparé aux avions de génération précédente. Avec le pétrole à 100 $ le baril et les taxes carbone à venir, ce n'est pas juste un avantage concurrentiel, c'est une question de survie. Le A321 XLR rend rentable les liaisons longues et fines comme Boston-Rome avec 30% de carburant en moins, un exploit que les gros porteurs ne réussissaient souvent pas. Les 50 A321 XLR commandés par United pour remplacer les 757 et ceux d'American envoient un message clair, les clients phares de Boeing migrent vers Airbus. Malgré des retards de certification jusqu'en juillet 2024 à cause de soucis sur les réservoirs, Airbus a livré plus vite que le 737 MAX 10 de Boeing, sérieusement retardé. Une largeur de siège de 46 cm dans beaucoup d'aménagements, mieux que le 737 MAX 10. Une cabine moderne et silencieuse qui offre un vrai confort long courrier dans un format étroit. Mais ce qui rend cet avion vraiment redoutable, c'est sa polyvalence. Une seule plateforme pour gérer vol transatlantique, secteur intra-Asie-Pacifique, trajet côte à côte aux USA et connexion en Amérique latine. Il touche tous les segments du marché moyen que Boeing a abandonné. On se demande donc comment la direction de Boeing a-t-elle pu passer à côté d'une opportunité aussi évidente. Le biais des coûts irrécupérables a frappé Boeing comme un sérieux coup dur.
Des décennies investies dans la famille 737 et les programmes gros porteurs rendaient psychologiquement impossible l'admission qu'il fallait quelque chose de totalement différent. Le vrai poison est entré dans le système de Boeing en 1997 avec la fusion McDonnell-Douglas, transformant Boeing de l'ingénierie d'abord à finance d'abord. Ce qui semblait être une gestion financière intelligente s'est révélé une erreur coûteuse qui résonnerait durant des décennies. La réaction actuelle de Boeing devrait vraiment inquiéter les investisseurs en aviation. Le constructeur a deux options et les deux posent problème. Option 1, le 737 MAX 10, une version poussée à l'extrême d'un avion des années 60 et tirée jusque dans ses limites techniques. Son autonomie, environ 3100 milles nautiques. C'est carrément 1600 milles nautiques de moins que ce que l'A321 XLR peut faire. Ça marche bien pour les vols domestiques ou régionaux, mais pour les trajets transatlantiques ou moyen courrier en Asie-Pacifique, complètement insuffisant. Et avec les retards réglementaires qui s'accumulent depuis la crise du MAX, la position de Boeing devient encore plus fragile. Option 2, le Boeing 797, sa réponse théorique depuis 2015. Sur le papier, ça semble parfait. Deux variantes envisagées, une optimisée pour l'autonomie, l'autre pour la capacité. De 200 à 270 sièges avec plus de 5000 milles nautiques d'autonomie. La dure réalité ? Le coût du développement du 797 est estimé à plus de 10 milliards de dollars sans qu'il y ait de plan concret pour le moment. Après les catastrophes du MAX et les déboires du 787, le conseil d'administration de Boeing reste frileux face à cet engagement financier gigantesque. Pour faire simple, Boeing n'a pas l'argent en ce moment. Les compagnies aériennes ne peuvent pas attendre indéfiniment un avion qui n'existe que sur le papier. Chaque mois de retard chez Boeing, c'est un mois de commande d'A321 XLR qui s'envole à jamais. Et ce n'est pas tout. L'impact de l'A321 XLR va bien au-delà des simples trajets. Il change totalement la manière dont les compagnies aériennes envisagent leur réseau. Les modèles traditionnels en étoile obligeaient les passagers à passer par des hubs majeurs. L'A321 XLR permet désormais des connexions directes entre villes secondaires, ce qui évite complètement les hubs congestionnés. Imaginez les conséquences. Un passager de Nashville à Barcelone n'a plus besoin de faire escale à Atlanta ou Madrid. Le service direct devient rentable grâce à l'économie du A321 XLR. Ça crée un effet boule de neige dans toute l'industrie. Les aéroports secondaires gagnent des vols internationaux, les passagers économisent des heures de voyage et les compagnies captent des revenus premium en séduisant les voyageurs d'affaires prêts à payer pour la commodité. La stratégie Boeing des gros porteurs reposait sur l'idée que le trafic passerait par des hubs, petits ou grands. La popularité de l'A321 XLR prouve que c'est complètement faux. Les compagnies découvrent qu'elles peuvent desservir des routes internationales à faible trafic de façon rentable, tout en offrant aux passagers ce qu'ils veulent vraiment, des vols directs et confortables. Mais il y a autre chose encore. Airbus a obtenu un avantage crucial que Boeing n'avait pas prévu, une chaîne d'approvisionnement déjà en place. L'A321 XLR partage des composants majeurs avec la famille standard A321 Neo. Moteur identique, avionique similaire, les mêmes systèmes de cockpit. Cette uniformité permet à Airbus de s'appuyer sur des fournisseurs et une infrastructure de production déjà établie. Le théorique Boeing 797 nécessiterait une chaîne d'approvisionnement entièrement neuve. Nouveaux moteurs, nouveaux systèmes, nouvelles méthodes de fabrication. Dans un monde post-pandémie où les chaînes d'approvisionnement sont constamment perturbées, c'est un risque énorme. Airbus peut augmenter la production du A321 XLR avec des fournisseurs éprouvés et des systèmes qualité déjà en place. Boeing parierait des milliards sur des partenariats inconnus et des processus de fabrication non testés. Les implications financières sont colossales. Airbus réduit les risques de développement alors que Boeing les multiplie. Les compagnies aériennes qui commandent des A321 XLR obtiennent des avions issus de lignes de production établies. Celles qui attendent le 797 s'exposent à l'incertitude sur les délais de livraison, les certifications et la fiabilité initiale. Ce changement redessine la géopolitique de l'aviation. Alors, théoriquement, y aurait-il de la place pour faire coexister à la fois le A321 XLR et un futur Boeing 797 ? Le XLR s'occupant des routes long courrier moins denses, tandis qu'un hypothétique 797 desservirait les segments plus larges du marché intermédiaire. Peut-être, mais voici la dure réalité mathématique de la planification des flottes aériennes. Plus Boeing tarde à prendre des décisions fermes, plus les compagnies investissent leur capital et prévoient leur route avec Airbus.
Les décisions sur les flottes en aviation commerciale durent 20 à 30 ans. Chaque commande d'A321 XLR est un client que Boeing risque de ne jamais récupérer durant toute la durée productive de leur carrière. Parlons aussi de l'économie de la formation des pilotes. L'A321 XLR demande peu de formation supplémentaire pour les pilotes déjà certifiés sur la famille A320. Les compagnies aériennes peuvent faire passer leurs équipes sans effort des courts courriers A320 au long courrier A321 XLR sans entraîner de coûts élevés. Le Boeing 797, s'il vole jour, pourrait nécessiter une toute nouvelle certification. Les pilotes auraient besoin de plusieurs mois de formation, les simulateurs devraient être développés et les équipes de maintenance certifiées sur ces nouveaux systèmes. Dans un secteur en pleine pénurie de pilotes, cette flexibilité est cruciale. Les compagnies peuvent optimiser l'utilisation de leurs pilotes à travers leur flotte monocouloir tout en limitant les coûts de formation. Les compagnies low cost profitent particulièrement de cette uniformité. Elles peuvent exploiter des A321 XLR sur des routes internationales tout en conservant des coûts proches de ceux des vols domestiques. La stratégie de Boeing visant la famille 737 devient sans intérêt lorsque le 737 MAX 10 ne peut pas desservir les routes que les compagnies veulent vraiment emprunter. L'A321 XLR représente bien plus qu'un simple succès pour Airbus. C'est devenu un symbole puissant des occasions manquées et de la cécité stratégique de Boeing au plus haut niveau de l'entreprise. Les réponses actuelles de Boeing sont soit complètement dépassées, comme le 737 MAX 10 à autonomie limitée, soit purement hypothétiques. Pendant ce temps, Airbus livre de vrais avions à de vraies compagnies aériennes, transportant de vrais passagers sur des routes rentables que Boeing avait initiées puis abandonnées. Boeing est à son moment de vérité ultime. Ils peuvent choisir de rattraper petit à petit avec des versions allongées de vieux modèles ou prendre un énorme pari financier sur une innovation complète qui pourrait arriver trop tard pour avoir un impact compétitif. L'A321 XLR ne réussit pas parce qu'il y a une technologie révolutionnaire que Boeing n'aurait pas pu développer. Il cartonne parce que Boeing a sciemment choisi de ne pas la construire lorsqu'il en avait la chance. Il y a 20 ans, Boeing était le roi incontesté du marché moyen. Aujourd'hui, il se contente de regarder Airbus récolter les revenus sur des routes que Boeing a d'abord créées et développées.